Des députés de l'opposition qui claquent la porte de l'hémicycle en plein débat sur la loi d'allègement des procédures PPP, partenariat public-privé. Pour l'opposition, le gouvernement a décidé de légaliser le pillage des ressources publiques. Faux, rétorque la majorité qui y voit un moyen pour accélérer les investissements. Le PPP, un moyen d'accélérer le développement ou une caverne d'Alibaba, c'est le débat de ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la RTB. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur le ministre Al-Kassoum Maïga, ministre des enseignements en charge des enseignements supérieurs, représentant le gouvernement. Avec nous ce soir, monsieur Bonoudaba Dabiré du Congrès pour la démocratie et le progrès, un parti de l'opposition. Avec nous, monsieur Tibila Kaboré du MPP, parti au pouvoir. Et puis, avec nous ce soir, M. Nicolas Da, de l'Union pour le progrès et le changement, le chef de file de l'opposition. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore vous pouvez poster vos messages sur notre page facebook.com/RTB. Mais tout d'abord, voyons ce qui renferme ce terme de PPP, partenariat public-privé. C'est une explication signée de Frédéric Etienne Basenga. Aujourd'hui, c'est nous qui voulons réaliser le PPP. Au partenariat public-privé. Qu'est-ce que le PPP? Mais pour ce qui concerne les PPP... Partenariat public-privé, trois mots qui font couler beaucoup d'encre et de salive. De quoi s'agit-il exactement? Le PPP est un mécanisme alternatif de financement de projets d'infrastructures et de services publics. Autrement dit, il s'agit d'une forme de collaboration contractuelle entre le secteur public et le secteur privé. Dans ce type de contrat, l'opérateur privé est invité en toute partie à financer, à concevoir, à exploiter et à gérer ou à maintenir une infrastructure publique ou fournir un service public. En contrepartie, sa rémunération est étalée sur l'ensemble du contrat et basée sur un ensemble de critères de performance. Concrètement, si un service public veut construire, par exemple, un aéroport et n'a pas d'argent, il peut faire appel au privé. C'est alors une entreprise ou un groupement d'investisseurs qui va se charger de trouver les fonds nécessaires à la réalisation du projet. Si les deux parties sont d'accord, elles doivent se rencontrer pour négocier. Il est alors question des termes du contrat, de la durée du projet. Ils se répartissent les risques et les profits et une fois que tout est au point, le privé se charge de la construction de l'ouvrage qu'il va pouvoir exploiter durant la durée du contrat. En plus, le public doit lui verser une redevance annuelle, une forme de loyer dont le montant est fixé par le contrat. Chaque année, le privé encaisse l'argent de l'État et ce, pendant toute la durée de la concession qui peut durer 10, 20, voire 30 ans. Le privé gagne donc l'argent grâce au public, mais ce n'est pas illimité puisque à la fin de la concession, l'aéroport devient la propriété de l'État. Le PPP permet donc un financement rapide d'infrastructures publiques. Il permet également de redynamiser le secteur privé local et en même temps d'attirer des investissements directs de l'étranger. Toutefois, l'État doit assurer de façon efficace le contrôle et le suivi de l'infrastructure. Cependant, il présente aussi des inconvénients. Le coût financier à la fin de l'opération risque d'être plus élevé et le PPP se révèle intéressant que pour les gros projets. Pour ce qui concerne la loi votée le lundi dernier à l'Assemblée nationale, elle comporte plusieurs autres formes de PPP. De cette forme, il y a le BT. Dans le BT, l'entreprise construit par exemple une école à la demande du public et se fait rembourser sous forme de crédit. Il y a aussi le living où l'entreprise construit par exemple un hôpital à la demande et conformément aux critères de l'État. Et à ce niveau, le remboursement se fait sous forme de location-vente. Alors, c'était donc là une explication de Frédéric Etienne Basenga. Il faut dire qu'on parle plutôt de leasing et non de living, comme vous l'avez aperçu donc dans ce reportage. Alors, sur la loi qui a été adoptée aussi, rectificatif, il n'y a pas de forme de PPP formulée dans la loi qui a été adoptée. Monsieur Kaboré, il s'agit là de partenariat public-privé. Il n'y a pas forcément de forme de partenariat définie par la loi.
Merci, M. Simon. Merci aussi pour l'occasion d'expliquer ce que c'est que le PPP. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus, c'est assez bien résumé. Mais il faut dire que le PPP revêt plusieurs formes. Dans son explication, il a parlé de construire et d'exploiter. Ce n'est pas tous les PPP qui sont comme ça. Le contrat partenariat public-privé met la charge de la construction, du financement et de la construction au privé. Et l'exploitation, ça dépend maintenant de quelle est l'infrastructure qu'on a choisi de faire. Vous n'imaginez quand même pas qu'on privatise la gestion d'un hôpital. Ça dépend peut-être du type d'hôpital. Non. Si c'est des hôpitaux assez spécialisés qui sont vraiment rentables. Dans la loi, oui. On a listé, on n'a même pas listé, il y a un pipeline de projets qui ont été... 38 projets notamment adoptés par le gouvernement. Qui ont été adoptés pour le moment, oui. Parce que ce n'est pas la totalité. Absolument. C'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas pu... Si tout était exhaustif, on aurait même pu mettre ça dans la loi parce qu'il n'y a pas d'annexe pour une loi. Elle est restée... Mais là, on parle en fait de différentes formes. Je dis les formes de PPP. Il y a ce qu'on construit, qu'on exploite et qu'on transfère. Ça, on appelle ça le BOT. Mais ça aussi, c'est un partenariat public. C'est un partenariat public et privé. Mais imaginez par exemple les constructions d'écoles sous Payotte. On ne va pas demander à un privé de construire, d'exploiter l'école, de se rembourser. Non, ça c'est comme ce qu'on a dit. C'est comme un contrat de location-vente. Nous n'avons pas déterminé dans la loi quel est le type qui est applicable à chaque projet. Ça, c'est laissé à l'appréciation du gouvernement pour qu'ils puissent décider de quelle est la forme. Alors, donc, il faut préciser avant de rentrer dans le vif du débat qu'il y a plusieurs formes, comme l'a dit Frédéric Etienne Bassenga. Vous avez parlé tout à l'heure du BOT, Build, Operate and Transfer, là où le privé construit, il opère et puis après il transfère, comme peut-être une centrale avec Winiga Energy, qui a donc eu la construction de la centrale des INA, qui va exploiter pendant 25 ans, et à l'issue des 25 années, qui va rétrocéder à l'État burkinabé contre un franc symbolique. Il y a ce qu'on appelle les BOT, Build, Own, Operate and Transfer, c'est-à-dire que c'est la possession du privé, il opère et puis il transfère à l'État. Il y a le BT, Build and Transfer, ce que vous dites avec les infrastructures sociales, et puis le leasing où c'est de la location-vente. Oui, c'est à peu près la même chose. Les dernières formes, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'était là peut-être des explications pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui ne savent pas exactement de quoi on parle. Alors, place au débat. Il y a que, je viens à vous, messieurs de l'opposition, vous dites tout de suite, c'est une caverne d'Ali Baba, adopter les PPP parce que ça reviendrait à légaliser la corruption. Pourquoi? Bon, d'abord, il faut que je vous dise que l'opposition n'est pas contre les PPP. Parce que les PPP font partie de ce qu'on appelle les financements innovants. Les PPP ont fait leur apparition au cours des années 63 aux États-Unis, ensuite en Angleterre. L'avènement des PPP sur le territoire, le continent africain, c'est au cours des années 90, avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il faut dire qu'à l'origine, c'était beaucoup plus anglo-saxon. Anglo-saxon, oui. Exactement. C'était beaucoup plus anglo-saxon. Je peux dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu des formes de PPP au Burkina, mais en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, à travers la construction du 3e pont, qui a utilisé aussi... Le pont Henri Konan Bédié. Voilà, enfin, le 3e pont, qui a utilisé le PPP. Il y a aussi, peut-être avec l'exemple de la Côte d'Ivoire, le barrage de Soubré qui vient d'être inauguré il y a peut-être 3 jours de cela. Exactement. Le PPP allège la souffrance financière de l'État. On sait aussi que sur le plan international aujourd'hui, l'aide publique au développement connaît un certain amaigrissement
même si pour le moment le Burkina fait exception, parce que quand on regarde bon an, mal an, on a près de 1000 $, 1100 $ par an. Mais on ne peut pas se dire que cette tendance-là va se poursuivre. Un jour, ça va s'arrêter avec le problème que les différents pays donateurs connaissent en interne. Donc, ça va certainement se réduire. Ce financement innovant permet à l'État de réaliser des infrastructures, notamment des infrastructures lourdes. Quand vous parlez de l'aéroport, c'est une construction lourde. La route, c'est une construction lourde. Les écoles à financer, ça c'est des petits projets comme on dit. Le PPP a quand même des risques. Le premier risque, c'est le coût du contrat. Quand la première évaluation n'est pas bonne, on traîne cette mauvaise évaluation tout au long du PPP. Ça, c'est le premier risque. Et généralement, ce n'est pas pour rien l'opposition a fait le lever du bouclier, parce que c'est compte tenu de cela. Si l'évaluation préalable n'est pas bonne, ça veut dire que on va passer le temps à renchérir le contrat. Donc là, vous reconnaissez clairement que c'est une bonne chose pour l'État? Non, l'opposition n'a jamais dit que le PPP n'est pas une bonne chose pour l'État. Mais qu'est-ce que vous reprochez de façon concrète? Le deuxième risque, je vais répondre à votre question, le deuxième risque, c'est la garantie souveraine que le secteur privé demande à l'État. Et si on n'est pas un spécialiste des PPP et des contrats PPP, le privé va faire de l'abus. Donc il faut avoir des capacités nationales pour suivre les contrats PPP. Notamment les experts en la matière. Bon, je ne sais pas si véritablement il y a des experts en PPP, je n'en sais rien. Mais je crois que pour des opérations de ce genre, il aurait fallu, ça c'est notre point de vue, qu'il y ait des voyages d'études dans les pays qui ont déjà réussi, peut-être qu'ils l'ont fait, je n'en sais rien, pour s'enquérir de leur expérience et venir concevoir les projets. Alors vous voulez dire que c'est précipité? Mais ce que je veux dire en dernière position... D'accord, avant qu'on donne la parole... Voilà, le fondement essentiel des PPP, c'est la concurrence. Donc, l'appel à la concurrence. C'est le fondement essentiel des PPP. Et si l'opposition crie aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on tend vers les ententes directes sans avoir utilisé les différentes formes de passation de marché. L'appel à candidature ou bien à la concurrence, la liste restreinte, avant d'en arriver à ce qui a été proposé, la préqualification, et qui est du reste prévu dans la loi 020, mais à des conditions bien précises. À des conditions bien précises. Je crois que Tibila, qui est là de la commission des finances, il connaît bien cette loi. Il a même été président de l'autorité de régulation des marchés publics. Donc il sait véritablement de quoi je parle. Alors, monsieur le ministre, vous avez tellement de risques, pas d'experts en négociation PPP, selon monsieur Dabiré, et surtout, l'appel à concurrence n'existe pas puisque vous avez opté ici de passer par l'entente directe. Est-ce que quelque part, ça n'exclut pas un certain nombre de Burkinabés, ou bien est-ce que le gouvernement ou la majorité n'entend pas travailler avec ses proches au lieu de donner la chance à chaque Burkinabé de travailler justement dans le cadre de ces PPP? Bien, merci M. Gongo.
Je voudrais donc remercier le peuple burkinabé pour sa patience, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce pays, il y a beaucoup d'aspirations, et la seule chose qui compte, c'est de trouver les voies et les moyens pour faire en sorte que cette souffrance soit atténuée, que les aspirations de notre peuple soient satisfaites. Et nous avons trouvé le chemin qui doit nous conduire vers les résultats attendus par tout le monde. Mais ceci étant dit, je voudrais aussi remercier l'opposition parce que, de par leur cri, comme il a dit, ils nous permettent de faire preuve de pédagogie pour qu'enfin le peuple burkinabé puisse comprendre de quoi il est question. Parce que tout le monde parle de PPP, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a compris ce dont il est question. Et je pense que c'est un exercice très important pour tout un chacun d'entre nous, majorité comme opposition, de retrouver le calme et d'expliquer de façon pédagogique au peuple ce qui est en jeu et ce dont il est question. Alors maintenant, je dis, leur cri, là où il y a un problème, c'est que tout de suite, comme vous l'avez dit, on a considéré ce pays comme étant une caverne d'Ali Baba, et donc les 40 voleurs, c'est le gouvernement. Et c'est là qu'il y a un problème. Quel message est-ce que la classe politique voudrait porter au peuple qui nous confie sa destinée? Nous n'avons besoin que la confiance du peuple pour avancer. Et tout d'un coup, sur un projet aussi important, alors il y a des levées de boucliers pour dire attention, ils veulent duper le peuple, ils veulent piller les ressources. On ne va pas imaginer que tout un gouvernement puisse se comporter en bandit de haut chemin pour dilapider de la façon les ressources de notre État qui sont déjà si maigres. Du reste, comme cela a été expliqué, il ne s'agit même pas de ressources disponibles actuellement parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée pour qu'on nous signe un chèque que nous allons donc distraire de façon très malicieuse, mais il s'agit plutôt de demander qu'on nous donne la permission pour que les partenaires du privé qui ont la compétence, qui ont les moyens qu'il faut, qui ont les ressources, puissent venir donc au secours de l'État pour nous permettre de dérouler une batterie de réalisation au profit du peuple. Sauf que le risque ici, c'est l'entente directe qu'il dénonce. Je vais venir avec ça, parce qu'il faudra qu'on comprenne de quoi il est question. Il s'agit bien de doter le pays en infrastructures éducatives au niveau de l'éducation nationale, avec des lycées scientifiques, avec des collèges de formation professionnelle 45. Il s'agit donc de donner des cités universitaires, des conditions décentes d'habitation à nos étudiants. Il s'agit, monsieur Dabiré, vous qui connaissez bien l'agriculture de ce pays, d'avoir des unités de montage de tracteurs dans ce pays, on en a besoin, de pouvoir transformer de l'engrais minéral dans ce pays, là, ça, vous savez de quoi il est question. Donc je sais, oui, je vais y arriver, je vais y arriver, parce que les 38, quand vous regardez, ça y est là, c'est dedans, parce que je le sors de ça. L'unité de montage de tracteurs, on en a besoin avec notre zone cotonnière, mais aussi la boucle du monde, le grenier du Faso, on a besoin de tracteurs pour ce pays. Vous êtes dans ce domaine et vous le savez. Il s'agit de faire en sorte que les ressources animales puissent disposer d'abattoirs frigoriques aux normes. Parce qu'il vient que dans la semaine, j'écoutais donc un expert dans le domaine qui disait que la Côte d'Ivoire voudrait bien avoir 20 000 tonnes de viande par mois venant du Burkina parce qu'ils ne veulent plus la viande du Brésil. Il s'agit donc d'avoir des abattoirs frigorifiques aux normes, pour qu'effectivement la viande soit mise transformée et vendue à la Côte d'Ivoire à côté. Donc ce sont des infrastructures hautement rentables qui vont rapporter des ressources pour ce pays-là. Alors, plutôt que de se concentrer sur ceci, on est allé tout de suite pour dire, attention, il y a la caverne d'Ali Baba et il y a les 40 voleurs qui sont là. C'est cela le problème qui se pose. Maintenant, j'aurais compris qu'ils disent, nous sommes d'accord avec les PPP, mais attention les chers amis, il y a des risques. Et ça vient de sortir aussi aujourd'hui. Il y a des risques. Mais quand il y a des risques, je pense qu'il y a des intelligences dans l'opposition, il y a des intelligences dans la majorité. Il suffisait que ces intelligences se rencontrent pour dire, attendez, vous avez monté votre affaire comment? Comment vous pensez pouvoir faire pour que le peuple ne soit pas roulé dans la farine? C'est ce genre de débat qu'on aurait pu avoir pour que de façon très transparente et de façon très claire, nous puissions leur dire voilà comment est-ce que nous allons procéder. C'est pourquoi je dis je vais les remercier parce qu'ils nous permettent de faire de la pédagogie. Alors, M. Da, qui fait partie de la commission finances à l'Assemblée nationale,
vous reconnaissez quand même que les PPP, c'est une bonne chose, sauf que là, vous n'êtes pas d'accord avec la procédure. Oui, tout à fait. Je rejoins Bonotaba pour dire qu'en réalité, l'opposition n'est pas contre les PPP. Tout le monde a vu que les PPP dans les pays aux ressources budgétaires limitées convient comme mode de financement pour la réalisation des grandes orientations pour le développement. Tout le monde le reconnaît. Mais nous avons dit ici que là où nous ne sommes pas d'accord, c'est la procédure. Ce n'est pas parce que c'est PPP qu'il faut remettre en cause toute la procédure relative aux passations des marchés au Burkina Faso. Il y a une loi sur les PPP et cette loi, la loi 020 sur les PPP, donne les différentes procédures à suivre en ce qui concerne la contractualisation relative à l'exercice, à la conclusion de ces projets. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau que le bas a blessé, à partir du moment où nous avons attiré l'attention du gouvernement, que nous n'avons pas l'impression que le fait de vouloir aller à l'entente directe soit le chemin le meilleur, parce que d'abord, avec l'entente directe, on ne pourra pas réaliser les bénéfices, parce qu'on ne pourra pas aussi avoir des prestations de qualité, comme ils l'ont dit dans l'exposé de motifs. Parce qu'avec la procédure qu'on veut qu'on accepte là, l'entente directe, et je vais plus loin, parce que en fait, quand on parle d'entente directe, la position du gouvernement en ce qui concerne l'entente directe là, c'est d'aller à une préqualification, pour ne pas dire une consultation, une présélection tout simplement. Une présélection, oui. Et d'arriver à 3 propositions. Et à l'issue de l'étude de ces 3 propositions-là, de permettre au gouvernement, aux ministres concernés par le projet, porteur du projet, de choisir librement l'entreprise que lui il veut. C'est là notre inquiétude. Nous avons dit, si ça doit se passer comme ça, moi je suis ministre, j'appelle mon ami, je lui donne le marché et j'attends quelque chose au retour. C'est naturel. Et c'est cette inquiétude-là que l'opposition a posée. Et vous étiez là au moment où on a débattu avec le gouvernement pour l'analyse du projet de loi. On a posé la question au gouvernement de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on allège. C'est l'intitulé de la loi là. Au départ là, c'était intitulé allègement des conditions d'exécution des projets PPP. Nous avons dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on allège? On ne comprend pas. C'est après un long débat, il est témoin, que nous avons fini par comprendre qu'on nous demande d'alléger la procédure. Et comme l'a dit Bonundaba, en termes de contractualisation, il y a quand même un certain nombre d'étapes qu'il faut passer. Moi, je pense que l'entente directe est le dernier recours, et dans des conditions bien précises. Les conditions bien précises, c'est-à-dire la question d'urgence évoquée dans le projet de loi, dans l'exposé des motifs du projet de loi, peut être retenue comme une motivation du gouvernement. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Parce que moi, je ne vois pas, quand on prend l'ensemble des projets là, c'est des projets qui ont été conçus depuis longtemps. Construction du barrage de Ouessa, construction de... C'est des projets. En quoi c'est urgent, brutalement urgent? Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est conçu aussi depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à réaliser que c'est urgent? Non, mais c'est pas parce que... Non, c'est pas parce qu'on a... Au Burkina, hein, quand vous voyez tout ce qui se passe, les besoins exprimés là sont presque tout urgents et prioritaires. Donc on ne peut pas se fonder sur ça pour escamoter la procédure. C'est là que nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous avez épuisé, M. Kaboré, toutes ces procédures avant justement de venir à crier cette urgence tout de suite et à vouloir l'allègement? Merci déjà pour
cette reconnaissance de l'utilité du PPP, on se retrouve enfin, parce que lors d'un précédent débat que j'ai eu à Omega, c'était même la procédure qui était récusée par l'opposition. Il se trouve que malheureusement, ce n'est pas les mêmes qui sont là pour dire. Et ici, moi, je suis content qu'ils disent que le PPP est vraiment la solution. Merci aussi de rappeler que j'ai présidé dans le temps l'autorité de régulation des marchés publics, qui est devenue actuellement ARCOP. J'ai été le premier président de cette autorité-là. Bon, j'ai fait ce que je pouvais à l'époque. Maintenant, je voudrais tout simplement sur dire... Sur le PPP, revenons. Oui, revenons sur le PPP, oui, pour dire que le PPP n'est pas un contrat ordinaire. Là, allons directement à la question. Oui. Quelle est l'urgence? Non, attendez, je vais vous dire. Ce n'est pas un contrat ordinaire de marché public. Ce n'est pas un contrat ordinaire. Il a dit c'est complexe. Et il y a déjà une suspension des compétences des acteurs. Ce que moi, je récuse. Parce que le gouvernement est censé quand même avoir les compétences pour encadrer ces genres de contrats. Maintenant, parlons de, même dans la commande publique ordinaire, de droit commun. Il y a des dispositions qui permettent le gré à gré. Et j'ai dit que le contrat PPP est un contrat qui n'est pas comme les autres. Parce que ici, le contrat de confiance qui lie l'administration avec le privé, le public avec le privé, vient plus du privé que du public. Parce que c'est le privé qui mobilise ses ressources, qui mobilise sa technique, qui exécute. L'argent ne sort pas directement des fonds de l'État. C'est ça la différence. Oui, j'ai dit la différence, c'est fondamental. La confiance vient d'abord du privé. Et la confiance en elle-même pour pouvoir exécuter l'ouvrage. Elle a confiance parce qu'elle a les ressources pour pouvoir les exécuter. Et elle a encore confiance pour attendre un long délai de remboursement. Ce qui n'est pas le cas dans la commande publique ordinaire où c'est l'État qui met les fonds à disposition pour que le prestataire exécute. C'est ça la différence. Déjà, Monsieur Dabiré veut vous répondre avant que vous ne poursuivez. C'est ça le sens du débat aussi. Allez-y. On est bien conscient, c'est pourquoi je parlais de financement innovant. Voilà, mais justement, j'ai dit, je me réjouis que vous êtes d'accord. Voilà, c'est pourquoi je parlais de financement innovant. Et j'ai dit, le fondement de ce financement innovant, c'est la concurrence. C'est la confiance. Voilà. C'est la concurrence, je dis. Non. C'est la concurrence d'abord. Non, attendez, je vous ai dit que... Je vais terminer, vous allez parce que moi, je n'ai pas fini. Oui, il va vous répondre, c'est ça le sens du débat. Vous aurez la parole tout à l'heure. Ah non, mais vous me coupez. D'accord, terminez, monsieur Dabiré. Vous me coupez, j'ai dit, c'est un contrat, pas comme les autres. La confiance, là, c'est d'abord le privé qui fait confiance pour venir. Et j'ai dit, même dans la commande publique ordinaire, il y a le gré à gré. Quand on parle d'urgence, l'urgence, là, c'est quoi? Nous avons dit, il y a le changement du titre de la loi même. On a dit... Il faut dire qu'effectivement, le titre de la loi a été changé. Il y a eu changement. Parce que la loi est venue, projet de loi relatif portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet de partenariat public et privé. Il est ressorti pour portant allègement des procédures de contractualisation. C'est différent, ça veut dire ce que ça veut dire. Et monsieur l'honorable Da le sait, puisqu'il est membre de la commission que j'ai... Donc vous êtes le président. Voilà. Donc, j'ai dit, l'urgence là est venue d'où? Pourquoi on a dit qu'il fallait alléger la procédure? Et les contrats PPP ont été engagés depuis l'année 2009. Mais le premier contrat qu'on a pu signer, c'est en 2017. Tout simplement à cause... Avec notamment pour la précision Winiga Énergie. Qui sera donc construite tout simplement à cause des conditions préalables. Il se trouve que justement, dans cette urgence aujourd'hui, où la demande sociale est pressante, c'est eux qui l'ont dit, tout le monde le dit. Est-ce que ça, ce n'est pas une raison suffisante pour alléger le pan de ces procédures qui font qu'on ne peut même pas réaliser une infrastructure? C'est ça là le fondement de l'urgence. Puisque vous me demandez de dire où est l'urgence, c'est ça le fondement de l'urgence. Et nous, on a dit, on allège pour 6 mois.
au bout de 6 mois, on retombe dans la procédure ordinaire de droit commun. Mais maintenant, les suspicions de pillage, je ne vois pas. En tout cas, moi, je ne vois pas comment ça peut se faire, parce que c'est quelqu'un qui vient avec son argent, qui réalise, et qui sait que s'il fait un mauvais ouvrage, dans la procédure de paiement, on peut le retoquer. Ça, c'est clair. Il y a la garantie de réalisation qui est là aussi. Voilà. Donc, c'est autant d'éléments qui nous ont rassurés que pour ces 6 mois-là, essayons d'alléger, donnons le pouvoir au gouvernement de réaliser et contrôlons. Ils ont dit qu'il faut être prudent. De toute façon, même s'ils ne nous avaient pas indexé, on aurait pris ces précautions. On a demandé que tous ces marchés qui passent par la procédure de cette loi puissent être audités par un audit indépendant. Et que tous les corps de contrôle... A priori comme a posteriori. Voilà, a posteriori. A posteriori. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, monsieur, d'abord, monsieur Dabiré, monsieur Kaboré dit, donne un exemple concret, le projet Winiga Énergie qui commence en 2009, qu'on n'arrive pas à conclure, qui attend jusqu'en 2017 avant d'être signé, c'est le premier contrat PPP du Burkina. Alors, est-ce qu'il faut attendre pratiquement 8 ans avant de signer ces projets? Quand on adopte des lois, on doit les mettre en application. On doit les respecter. Je vais intervenir sur les 2 tableaux qu'il a évoqués. La passation des commandes publiques. On utilise le gré à gré dans 2 conditions essentielles. L'urgence... Dans la commande publique ordinaire. Oui, dans la commande publique ordinaire. L'urgence... Il faut bien préciser. Parce que... je n'interviens pas, je précise. D'accord. Voilà, l'urgence et le monopole de fait. Et je pense que le montant, c'était 100 millions. Il y a un plafond de 100 millions. Absolument. Il n'y a pas de plafond pour les règles. Bon, je sais que la nouvelle réglementation... Non, même dans toutes les réglementations... Peut-être que la nouvelle réglementation a levé ce plafon de... Je vais vous dire ce que c'est. Ce plafond de 100 millions. Et dans la commande publique, les projets, les gré à gré, ne doivent pas excéder 3%. Je ne sais pas si la nouvelle réglementation a poussé ça à 5 ou 10%, mais ça ne doit pas excéder 3% des commandes publiques globales dans l'année. Au niveau des PPP, il y a des dispositions au niveau de la loi 20, chapitre 3, section 2, qui indique les conditions dans lesquelles on peut utiliser l'entente directe. Dans le cas de la continuité d'un service, c'est-à-dire un PPP qui a déjà eu lieu et on veut prolonger le service, on peut utiliser le gré à gré. On peut utiliser le gré à gré. L'urgence aussi, on peut l'utiliser, mais à condition d'avoir mis en œuvre les 2 précédentes procédures, c'est-à-dire l'appel d'offres général ou la liste restreinte. Quand on fait ça et que ce n'est pas concluant, on peut utiliser le gré à gré. Le gouvernement n'a pas fait ça, il faut le dire. On parle d'urgence aussi aujourd'hui. Vous êtes revenu de la table ronde depuis décembre 2016. Depuis décembre 2016, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Je pense que le pilotage du développement dans ce pays-là souffre un peu d'une certaine vision. Il faut le dire. J'ai regardé les différents documents, j'ai pris ce document, et ce qui est contenu de la matrice des mesures et des innovations, ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau des instruments même de mise en œuvre du PNDS, il y a des incohérences énormes qu'on observe. C'est quoi ça? On va où avec tout ça? Il y a un problème.
Il y a un problème, monsieur de la majorité. C'est beaucoup plus un problème de vision politique du développement qu'une question d'urgence. Je voudrais réagir sur 3 aspects. Allez-y. Le premier aspect, c'est la question de l'urgence. Est-ce que oui ou non, il y a une urgence à avoir 300 ambulances pour ce pays, où des femmes risquent leur vie tous les jours sur des routes chaotiques, souvent embarquées sur des motocyclettes? C'est une urgence. Est-ce qu'il y a une urgence à avoir 60 AEPS quand on sait que cette année, une ville comme Kupela a été approvisionnée en eau avec des citernes et des barriques? Il y a une urgence quelque part. Est-ce que oui ou non, il y a une urgence à rompre avec les écoles sous paillotes et faire en sorte que pour cette année, nous puissions construire plus de 2000 salles de classe? Moi, je dis qu'il y a une urgence. On peut multiplier les exemples. Le CSPS, il y a une urgence. Et chacun de vous sait, parce que vous êtes des hommes de terrain, que de ce point de vue, il y a une urgence. Donc l'urgence se trouve là. En même temps, le deuxième niveau d'urgence, c'est qu'effectivement, comme il l'a rappelé, depuis que cette loi existe, avant d'ailleurs, 2009, des tractations, pour en arriver à 2017, pour enfin pouvoir signer, n'est-ce pas, le premier contrat par PPP de ce pays. Il y a un problème à ce niveau-là. Et quand on veut respecter ces procédures dont il parle, au bas mot, si vous avez de la chance, 10 mois, 12 mois, pour aller vers un contrat. Là, nous sommes dans quel mois de l'année? Avec tout ceci qui a été planifié pour 2017. Rentrer dans cette procédure, c'est prendre le risque de ne rien faire pour 2017. Et comme nous voulons agir, nous avons décidé effectivement que l'action doit être engagée. Maintenant, il a parlé de respect de la loi. C'est pour respecter la loi et pour ne pas se faire traîner comme des bandits un peu partout que nous sommes revenus en face de ceux qui font la loi pour leur dire « Permettez-nous de faire tout ceci au bénéfice du peuple burkinabé ». Voici ce qui est en question. Alors, si on voulait se comporter comme dehors de la loi, on devait s'asseoir en conseil des ministres, on décide qu'on y va, chaque ministre va ici, en ce moment on peut dire voilà, ils sont en train de nous piller, ils ne respectent rien. Mais par souci de respecter justement la loi, nous sommes venus pour dire cette loi nous complique les choses. Les dispositions actuelles nous compliquent les choses. Est-ce qu'il serait possible pour un délai de 6 mois que les honorables qui font la loi, qu'ils permettent au gouvernement d'agir dans un délai de 6 mois pour passer des contrats très importants pour ce pays et d'avancer enfin sur le terrain de la santé, de l'éducation, des ressources animales, de l'énergie, de l'agriculture et plusieurs domaines encore. On a parlé de 38 projets structurants. Ça me paraît important. Et je vais arriver, parce que le troisième point, c'est la question des risques. Ben oui, il y a des risques. Mais c'est à cause des risques, justement, que nous sommes venus pour qu'on discute. Que chacun apporte sa contribution, parce que ce pays, personne n'a le monopole de l'amour, ni le monopole de la haine dans ce pays. Donc nous sommes des partenaires qui peuvent décider, en mettant ensemble chacun en disant que j'ai créé mon parti parce que je vais changer ce pays, parce que je vais faire du développement dans ce pays. C'est de cela que nous devons discuter pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter pour notre pays en se mettant ensemble, majorité et opposition, en s'entendant pour une fois sur ça. Et c'est pour cela que nous venons à l'Assemblée, parce que nous savons que notre Assemblée est composite, il y a la majorité et l'opposition. Plutôt que de rester là pour échanger, nous encadrer en disant il y a des risques dans ce que vous voulez faire, ben, ils sont sortis. Voici le problème qui se pose. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut discuter, on peut échanger. Et ça, les risques, ça existe partout. En venant ici, justement, nous avons tous pris des risques pour venir ici. Mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une raison pour qu'on reste dans notre salon en disant que je sors, parce que si je sors, je peux faire un accident. Le paysan qui a son champ, s'il s'assoit pour dire, ah tiens, il y a des risques cette année, donc je ne vais pas s'aimer, il va crever de faim. Mais il prend le risque. La vie, c'est une gestion de risques perpétuelle. Et ces risques, nous en sommes conscients. Nous ne pouvons les contourner que lorsque, effectivement, la majorité écoute ce que l'opposition dit et que vous prenez en compte tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre pour les éviter, pour nous dire, cette fois-ci, c'est bon, on peut avancer. Et c'est quoi ces dispositions que nous avons prises? Ce n'est pas les gré à gré, comme vous le dites, venir s'asseoir, le ministre appelle son ami pour dire, venez, il y a de l'argent à se partager, je vais signer, allez-y, chacun prend sa part. Non, nous avons dit qu'il y a, dans chaque ministère, il y a un comité qui va travailler. Et ce comité, il est encadré par le MINEFID. Il y a plusieurs ministères qui sont là-dedans. Pour qu'on sélectionne d'abord les partenaires qui peuvent nous accompagner. Ensuite, on va à un second niveau, à une commission ad hoc. Et puis, on va avancer plus loin.
pour avoir ceux qui sont fiables, avec tout le dispositif de contrôle, a priori, a posteriori, ça vous le savez. On a mis tous ces dispositifs-là en chose. Et après, le ministre ne viendra pas pour signer comme ça. Il va aller d'abord en conseil de ministres pour que le conseil de ministres lui dise « Ok, c'est bon, on peut avancer ». C'est en ce moment qu'on va passer à la contradiction. Donc voilà ce qu'on dit. On a mis des garde-fous et vous aviez donc, vous aussi, toute la loisibilité de pouvoir mettre des garde-fous supplémentaires, y compris le contrôle par l'Assemblée nationale, qui peut aussi prendre ses propres initiatives pour dire « Ces gens-là, ils peuvent nous embarquer dans des choses bizarres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que l'Assemblée assume sa responsabilité pour qu'on puisse les encadrer. » C'est de cela qu'on a besoin, mais pas de se jeter en pâture. Monsieur de l'opposition. Je peux parler et puis... Allez-y, avant monsieur Da. Voilà. Vous voyez, il a donné l'exemple du projet PPP qui a commencé en 2009. Winiga Énergie. Winiga Énergie. Le souci d'encadrer le processus a eu son couronnement en 2013. Notamment la loi 020 qui a été adoptée en mai 2013. Voilà. Et qui a été c'est en tirant leçon des difficultés rencontrées que cette loi a été prise. Vous venez à la faveur de l'urgence. Vous ne voulez même pas chercher à appliquer d'abord cette loi. C'est ça le problème. Non, il faut aller directement au gré à gré. On dit non. Il y a des procédures à suivre. Si vous mettez en œuvre ces procédures-là et qu'il n'y a pas de résultat, le gré à gré, tout le monde est d'accord. Mais la loi dit les conditions de ce gré à gré. C'est pourquoi je dis il faut respecter la loi. Nous savons que vous n'êtes pas un gouvernement hors la loi, un gouvernement bandit, mais ne nous donnez pas l'impression d'avoir le sentiment que c'est un gouvernement hors la loi. Parce que vous n'avez pas respecté la loi 020. C'est ça la réalité. Je voudrais poser la question. Il pose la question, vous allez répondre. C'est un gré à gré. C'est depuis. Non, c'est un gré à gré. Oui, c'est un gré à gré. La loi de 2013, c'est depuis 2013, ça fait 4 ans. Ouais. Malgré le gré à gré, vous avez vu comment ça a traîné. Donc ne dites pas que c'est le gré à gré. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Non, vous dites qu'on n'a pas éprouvé la loi. On a éprouvé la loi malgré le gré à gré. Mais quand même, 2013 à 2017, il faut savoir tirer les leçons. Ce qu'il faut ajouter, s'il vous plaît. Ce qu'il faut ajouter, puisqu'il dit qu'on n'a pas essayé. Mais ce contrat a été finalisé par qui? Donc, de 2016 à 2017, nous étions là-dessus quand même, pour pouvoir enfin le finaliser, pour pouvoir enfin faire un contrat. Donc, vous avez fait des agrès. S'il vous plaît, le ministre a parlé ici d'urgence pour justifier leur position par rapport à l'exécution de ces PPP-là. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas confondre l'urgence et les priorités. Parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes du Burkina en urgence. Je ne comprends pas que quand vous prenez la liste des projets qui sont inscrits dans le programme PPP, qu'on puisse les réaliser dans un espace aussi court que possible. En urgence, ce n'est pas possible. C'est des problèmes qu'on a connus, c'est des priorités parce qu'en les réalisant, ils peuvent contribuer à améliorer un temps soit peu les conditions de vie des populations. Mais on ne peut pas tout traiter en urgence. Et lorsque je prends le rapport d'exécution du budget que le gouvernement a transmis à l'Assemblée, l'une des raisons qui, en fait, a conduit à la prise de décision d'aller au PPP, c'est la lourdeur qu'on a constatée dans les passations des marchés. Cette lourdeur-là incombe à qui? Parce que, non, pas au texte, parce que dans le rapport, il est dit que sur les 40 ministères, seuls 2 ministères ont pu élaborer et faire adopter leur plan de passation de marché. Donc, c'est une administration politisée qui est là, qui ne travaille pas en réalité. C'est ça une des causes. On ne peut pas accuser la lourdeur pendant qu'on est assis, on ne travaille pas.
Depuis qu'on est revenu de la table ronde de Paris, vous avez droit à la parole, s'il vous plaît, M. Kaboré. Utilisé par qui et pourquoi? Mais par qui? Vous savez, qui gère le pouvoir? Non. Monsieur a la parole, s'il vous plaît, M. Kaboré. Le pouvoir ne peut même pas tirer son boulet. Il ne va pas mettre un boulet à son pied. Monsieur Da. Là n'est pas la question. Vous ne me direz pas, par exemple, que si on prend le ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a que des militants MPP là-dedans. Vous ne me direz pas que quand on prend les autres animaux, il n'y a que les militants MPP. Nous, on sera heureux que tout ce pays soit MPP, mais vous êtes loin de la réalité. Vous savez bien que vous représentez quand même un poids dans ce pays en tant que IPC. Donc que vos militants sont dans tous les ministères. Et donc quand vous nous dites qu'il y a une politisation, ce n'est pas une politisation à sens unique. Ils sont dans tous les ministères, mais pas à des postes de décision. Oui. Je suis désolé. Écoutez, monsieur, il y a cela. Agent dans une institution. Je vous verrai bien venir au pouvoir et puis faire le contraire. Je vous verrai bien venir au pouvoir et nous faire des cadeaux pour nous dire... On va parler l'un après l'autre parce que on ne s'entend pas. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu des lourdeurs. Mais ces lourdeurs, c'est vous qui prenez les lois. C'est vous à l'Assemblée. J'arrive. Mais justement, à l'exécution, il faut que l'exécutif se rende compte effectivement qu'il y a de la pénibilité et il y a de la lourdeur dans la mise en œuvre. Et ce pays, vous le connaissez mieux que quiconque, en sachant qu'effectivement, nous avons eu des périodes très difficiles où ce qui pouvait nous permettre d'accélérer le processus, il y a eu des débrayages, il y a eu des grèves qui ne permettaient pas de respecter les Sauf que, monsieur le ministre, il y avait déjà une loi en décembre 2016 qui permet un certain nombre d'allègements dans le domaine des commandes publiques. Mais qui ne parle pas des PPP. Là, nous parlons des PPP. Attendez, non, il ne faut pas faire l'amalgame entre ces deux situations. Celle de 2016. Quelle a été l'évaluation de la mise en œuvre de cette loi-là? Mais on n'a même pas pu l'exécuter. Vous voulez qu'on fasse comment? Sinon, on évalue quelque chose qui n'a pas été exécuté. Il ne faut pas nous dire que la PPP, par l'entente directe, est la solution qui va nous permettre. Tout de suite, vous avez dit que tout le barrage de Giga, on est allé en entente directe, mais que ça traînait. Non, ça veut dire que. J'ai dit la centrale solaire. Pas le barrage. Non, en appliquant. Parlons l'un après l'autre parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre ce que nous disons. Et si nous parlons tous à la fois, bien que ce soit quand même un gré à gré, il y a eu des lourdeurs qui ont fait que ça traînait encore 4 ans. Donc ne dites pas que nous, on va directement au gré à gré pour piller. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut savoir que justement, dans ce cas, c'est pour ça que j'ai dit, en ce moment-là, c'est le privé qui fait plus confiance. Est-ce que vous trouvez un privé burkinabé qui peut investir 10 milliards et attendre 10 ans pour se faire payer? Nous voudrions bien que ce soit le cas. Mais en attendant, ce n'est pas le cas et ça ne va pas courir les rues. Même si on fait un appel d'offres ouvert, ça ne va pas courir les rues. Ces investisseurs locaux. Alors, nous, on a choisi de faire des infrastructures structurantes pour permettre à l'économie d'avancer et peut-être que naîtra une autre classe d'investisseurs qui va aller au PPP. Et encore une fois, on dit c'est pour 6 mois. Après les 6 mois, c'est la loi commune et c'est le droit commun qui va s'appliquer. Et même là, la loi 013, dont on parle, la loi de 020 de 2013, dont on parle, il y a une directive qui est en relecture au niveau de notre zone. Vous vous rappelez bien qu'on a posé la question, pourquoi vous ne demandez pas la relecture de la loi 020? Quelle a été la réponse? Elle est même en relecture, l'instruction qui est le fondement de cette loi 013 est en relecture au niveau de l'UEMOA. Ce n'était pas plus sage pour nous d'attendre que cette directive arrive avant de faire une relecture. Mais en attendant, nous, on ne peut pas être pris en otage quand on a des urgences. C'est pour ça que nous avons demandé d'alléger ce pan de la procédure pour 6 mois. Voilà. Monsieur moi, ce qui me chiffonne... C'est juste une étape, 6 mois d'allègement et après on revient à la loi normale. C'est pour des études de faisabilité ou bien ça peut commencer c'est le projet mûr dont les études sont prêtes. Et vous pouvez venir visiter. Pour les cités universitaires, je peux vous fournir toute la documentation pour savoir que les études sont déjà bouclées. Il y a tout ce qu'il faut pour avancer. Je peux vous poser une question? Allez-y, monsieur. Le projet de construction de 5 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance cumulée de 80 MW coûte combien? Vous avez les montants là-bas? Non, je n'ai pas le montant. Vous ne les avez pas? Non. Vous pouvez me donner le montant parce qu'il y en a un tableau qui comporte ça. Vous avez mis ça à la disposition des
les députés. 500 millions, oui. Si, on vous a remis ça. Non. Le jour de l'adoption, vous avez demandé, vous avez C'est le complément que le ministre mais bien sûr, sur place. Mais c'est parce que nous avons... Mais au moins, vous l'avez eu. Non, elle a envoyé le document sur place, mais on l'a pas eu. On va évoluer, on va aborder donc d'autres volets. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'endetter le pays, messieurs de la majorité? Parce que là, lorsque vous construisez, vous appelez des investisseurs privés, qui ne sont pas des philanthropes, il faut le dire, qui vont investir dans des établissements scolaires, forcément qui vont majorer les prix, parce qu'il faut intérêt et capital. Est-ce que finalement, on ne se retrouve pas à endetter le pays à ce moment-là? Oui, mais de toute façon, M. Simon, dès lors que vous prenez même 1000 francs avec quelqu'un, vous êtes endetté. Le problème, ce n'est pas d'être endetté. La question que les gens se posent, pourquoi vous... surendettement. Oui, pourquoi vous ne partez pas, par exemple, vers les bailleurs classiques, comme la Banque mondiale, qui ont des taux concessionnels, qui peuvent... vous donner une réponse. Allez-y. Alors, le budget de l'État est bâti sur les ressources propres et les ressources d'emprunt, de subventions et de prêts, toutes sortes de ressources. Mais la différence avec le PPP, c'est que la mobilisation de la ressource incombe d'abord au privé. La garantie, c'est qu'il réalise l'investissement. Et j'ai dit, son paiement, c'est étalé sur la durée de vie du contrat. Alors, que ce soit, on ne nie pas que c'est un endettement. Et c'est pour ça que le ministère des Finances est chargé d'encadrer les ministères techniques pour justement s'assurer que ces ratios d'endettement-là ne vont pas exploser. L'avantage que ce procédé a, c'est que justement, le financement est fait par le privé, il fait ses calculs, il rencontre le ministère des Finances qui fait ses calculs et qui trouve que c'est possible, l'endettement rentre dans nos cordes. L'autre côté, aller prendre l'argent avec un financier, il y a le coût de la ressource. Vous revenez, vous rentrez dans vos procédures et vous avez les travers de la procédure. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand on rentre dans le circuit de la commande normale, ce que vous avez dénoncé comme gré à gré et tout ça là, ça se retrouve là. Vous payez deux fois. Vous payez premièrement pour la mobilisation de la ressource et vous payez pour les travers des préposés qui ne sont pas toujours honnêtes. C'est ça. C'est-à-dire que le gré à gré... Avec le PPP, c'est vrai, il y a des risques. Précisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ne sont pas forcément des techniciens. Ce que vous voulez dire... Les risques que nous redoutons dans l'exécution des PPP, c'est de voir à quelque part s'élever le nombre d'exonérations en ce qui concerne les exploitations. Parce que c'est ces entreprises qui vont venir. Si elles ne bénéficient pas de conditions fiscales, vous avez droit à la parole. Allégées, pourquoi ils vont bénéficier de conditions fiscales? Mais pourquoi vous supposez cela? Monsieur Kaboré, s'il vous plaît, c'est monsieur Da qui a la parole. Et de qualité. Sinon, moi, c'est ça. En fait, nous, on présage que l'exonération sera mise en œuvre pour... Et de même coup, ça va porter un coup sur la fiscalité de porte, et du même coup, ça va porter un coup sur la pression fiscale, qui est un des critères fondamentaux de convergence. S'il vous plaît. Monsieur Dabiri. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure pour répondre. Ne vous en faites pas. Oui, c'est sûr que ça va jouer sur l'endettement, hein, ça c'est inévitable, donc il faut savoir encadrer les choses. Mais quand vous prenez les 38 projets PPP, comme vous devez pouvoir donner le montant global, non? Vous ne me donnez pas? Je vous donne ça. Là, je n'ai pas fait le total. Je n'ai pas fait le total. Voilà. Ça doit tourner autour de exactement 1780 milliards de francs CFA. 1780 milliards d'endettement. Et là, ce ne sont que 38 projets sur 84, je pense. À supposer que les 84 projets puissent aller en PPP. Vous voyez un peu le volume
de la dette, ça va grossir. Et ça risque de crever même le plafond. Ça, c'est un aspect. C'est pourquoi, en matière de PPP, on dit toujours dans les évaluations de faire une évaluation en termes de coût-avantage. Quel est l'avantage que j'ai à aller en PPP et quel est l'avantage que j'ai aussi de continuer en financement traditionnel? Quand on prend l'exposé des motifs est muet sur ce genre d'analyse-là. Vous voyez, je dois dire que peut-être que l'exposé des motifs n'est pas suffisamment profond pour persuader les députés, même de l'opposition, à soit s'abstenir pour cette loi, parce que de ce point de vue-là, les évaluations ne sont pas suffisantes. Et je ne sais même pas si ça va se faire. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, on prend un projet de 114 milliards. On n'ouvre pas à concurrence. On va donner à une société. On ne connaît pas très bien les qualifications de cette société. Le citoyen burkinabé a des raisons de s'inquiéter. Quand on ouvre la concurrence, de ce fait-là, on peut même minorer le coût du projet. On peut minorer le coût du projet. Mais quand on évalue à notre, je ne sais pas si c'est à notre niveau ou bien si c'est avec la société, un projet de 114 milliards de francs, et on le donne à une société, mais on est où là? Monsieur le ministre, alors, comment vous expliquez où on se trouve? Au-delà du fait que vous allez expliquer là où on se trouve, il y a le fait qu'il vous reproche de n'avoir pas exposé le motif, que le motif ne soit pas suffisamment libellé. Attendez. Ici, là, on n'a pas envoyé un contrat PPP en discussion à l'Assemblée. On a envoyé une demande d'allègement de procédure. On n'a pas besoin de rentrer dans ça. Ah si? Ah non, non, non. Ah non, si? Je suis désolé. Ah si? Si, non. Écoutez. C'est pas des contrats. Si, je non, regrette. non. On a dit, c'est allègement de la procédure de contractualisation. Oui. Mais le contrat lui-même va être discuté de façon technique et professionnelle par le gouvernement. Ça, c'est son plein droit. Nous, à l'Assemblée, on ne peut pas venir nous dire, dans le contrat, c'est ce qu'on a mis. Quoi. Non, ce n'est pas des contrats. Oui, c'est la procédure de contractualisation qui a été demandée. Vous devez pouvoir dire quel est l'avantage d'aller en gré à gré pour convaincre les gens. Pour convaincre les gens. Non, ça on vous l'a dit. On a dit. Ça on vous l'a dit. C'est l'urgence. Vous n'avez pas suivi. Non, c'est l'urgence à réaliser et à répondre à la demande sociale. Ça c'est clair. On est tous d'accord. Ça, c'est au moins ça. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec le PPP. Avec le PPP. Voilà. On est tous d'accord du bien fondé. Voilà. Nous sommes tous d'accord. Et le fondement, c'est la concurrence. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des urgences dans ce pays. Oui. Ça, vous êtes d'accord avec cela. Mais vous avez dit, vous avez un problème. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont vous traitez les urgences. Et c'est cette manière qu'on est en train de vous expliquer. Essayez de nous écouter, on va vous expliquer cette manière. Nous avons dit simplement qu'il y a des urgences. Pour 2017, il faut réaliser des choses. Il faut arrêter de faire... Monsieur le ministre, on a compris ça, mais ils vous disent qu'on ne peut pas prendre 114 milliards de francs CFA attribués à un individu ou à une personne morale sans concurrence. Et qui vous a dit qu'il n'y a pas de concurrence? Répondez-lui. Non, il y a pas, qui a dit qu'il n'y a pas de concurrence? C'est pour cela. Non, non. L'entente directe ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ça ne veut pas dire cela. Et on vous a dit. Vous êtes quand même édifié en commission. On vous a dit, il y a des projets qui ont 3 gars qui se sont positionnés. Il y en a où c'est 2, il y en a où c'est 3, il y en a où c'est 5. C'est une analyse. Évitons de refaire une procédure qui ne va rien apporter. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, est-ce qu'il y a des appels à ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt, les avis à manifestation d'intérêt? C'est cela les procédures lourdes dont on parlait qu'il faut nous permettre d'éviter. C'est cela. Mais maintenant, la concurrence, elle est là, puisque ce sont des projets qui sont en ligne, que n'importe qui peut consulter. Si ça l'intéresse, il est là. Alors, venez, on va vous montrer le nombre de personnes. Allons-y de façon pédagogique, puisque vous êtes professeur, justement. Ça se passe comment?
Lorsque vous avez un projet X, vous avez besoin d'investisseurs. Ça se passe comment de façon concrète? Depuis la rencontre de Paris, les gens se sont manifestés pour tel ou tel projet d'investissement structurant. En plus, ces projets ont été... C'est-à-dire que les projets sont connus? C'est connu. Vous partez sur le site, les 94 dont on parle sont sur le site. 94 sont sur le site. On a extrait 38. Là, nous parlons de 38 projets dans le cadre des PPP. On a extrait 38, parce que 38, ce sont les projets les plus matures et les projets pour lesquels nous disposons de personnes qui se sont manifestées pour dire « ça nous intéresse ». Alors, la lourdeur, c'est quoi? C'est de lancer et on a que peut-être, on a encore 10 à 10 mois pour boucler la procédure. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence. Alors, il y a un comité dans chaque ministère qui va analyser, avec l'assistance du MINEFID, pour encadrer le processus et faire en sorte que des ministères techniques n'aillent pas contracter des choses dans des conditions d'endettement très lourdes pour le pays. Ça, c'est leur travail. Ils savent bien qu'on a un ministère qui est dans ce pays dont le rôle, c'est ceci. Donc, monsieur le ministre, lorsqu'on a un projet, le projet est déjà sur le net, ceux qui sont concernés viennent consulter sur le net, et donc contactent l'administration. Mais moi, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'écrit pour dire qu'il est intéressé par tel projet. Je ne veux pas lui dire, non, monsieur, c'est trop tard, ne venez pas. Il nous fera des propositions avec ceux qui sont déjà positionnés sur ce projet de construction des cités universitaires. Il ne se passe pas un jour où je n'ai pas de gens. Mais c'est pour dire que si on rentre dans la lourde procédure, on va être en fin décembre, on n'a pas eu de contrat signé. Et lorsque vous avez ces personnes, vous avez 2 ou 3 ou 4 personnes, comment ça se passe? Mais on a une grille qu'on leur donne pour enseigner. Pour enseigner. Moi, et on va analyser. Monsieur le ministre dit ça parce que, si vous vous souvenez, à l'examen du projet de loi, nous avons posé la question de savoir est-ce que vous avez une liste des personnes identifiées qui sont intéressées par les... Si ça vous intéresse, monsieur, venez demain matin, je vais vous donner la liste. La réponse a été donnée et j'ai la preuve ici. À quel moment la réponse? Mais vous avez demandé un tableau complémentaire sur les coûts et les partenaires. C'est pas ce qu'on a demandé à la commission des finances. Quand ils sont venus pour l'adoption du rapport, c'est ce qu'ils ont produit. Et il y a une ligne coût et une ligne partenaire. Et ils ont estimé que pour les partenaires, ils sont nombreux pour tenir dans un truc. Et ils ont mis oui pour là où il y a les partenaires qui sont déjà... Je me rappelle que madame... mais ça a été fait. Peut-être que par les identifications là sont informelles. C'est de l'informel. L'opinion lambda comme moi n'a pas ce genre d'informations. Oui, mais c'est pas des lambda aussi qui votent la loi qui autorise. Il y a des téléspectateurs quand même lambda qui ont besoin de comprendre. Et qui autorisent. Si vous n'êtes convaincu, puis on autorise. Mais c'est quand même dans notre droit. Alors, il y a Adama Koulibaly qui nous a rejoint avec les questions des téléspectateurs parce que le temps avance très vite. Bonsoir Adama Koulibaly. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir chers téléspectateurs. Questions et aussi des réactions. Tout d'abord Lucien Kindo. Depuis le Kourouégo, mon inquiétude c'est par rapport à la bonne gestion des réalisations. Au cas où une infrastructure serait mal réalisée, qui est responsable? Monsieur Bouraïma Balima Abitou, en cas de construction d'une école ou de dispensaire, par exemple, c'est sur quel domaine que le partenaire doit bâtir l'infrastructure, domaine public ou privé? Clément Guira à Kaya, combien de temps peut durer un contrat de bail d'une location-gérance dans le cadre du PPP? Ousmane Ouedraogo à Banfoura, le gouvernement est-il obligé de passer par le gré à gré pour régler des problèmes qui sont structurels? Bourema Yambre à Ouargaï, le PPP est-il un volet du PNDS ou bien les deux notions sont confondues? Dans le cadre, toujours Bourema, dans le cadre du PPP, que ferait l'État de ces fonds d'investissement? Ensuite, nous avons Bassirou Delma depuis le Congo-Brazzaville. L'opposition n'a pas bien réagi en claquant la porte le jour du vote. Elle devrait convaincre la majorité de surseoir tout simplement au vote. Abdul Fattah Ouzeba à Ouagadougou, des malversations sont dénoncées depuis un certain temps au ministère des Infrastructures, malgré des procédures compliquées. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour contrôler la mise en œuvre du PPP dans un contexte allégé à souhait? Ensuite, Serge Kama à Gawa, est-ce que le PPP ne va pas étouffer les petites entreprises qui ne disposent pas de gros moyens?
Monsieur Sana à Ouagadougou, pour la bonne exécution de cette loi, il faut une implication des OSC pour le contrôle sur le terrain. Monsieur Yaya Karambiri à Ouagadougou, sa question s'adresse à l'opposition. Est-ce que les grèves intempestives observées ça et là ne sont-elles pas une raison d'urgence pour aller au PPP? Monsieur Bernard Ouedraogo à Ouagadougou, le PPP est une bonne alternative, mais il faut de l'honnêteté dans les réalisations. Comment gérer les avenants qui naîtront sans doute, dit-il, et il ne faudrait pas que l'État nous plonge dans une situation d'endettement considérable. Siaka DB sur Facebook depuis l'Allemagne, représentant du parti au pouvoir, le problème n'est pas la pertinence des PPP, mais du climat généralisé d'impunité et de la tendance généralisée à l'enrichissement à courte échelle. Les garde-fous mis en place ne sauraient rassurer personne, puisque ces mêmes institutions ont produit des rapports sur les personnes incriminées qui ne sont pas inquiétées. Et enfin, Eugène Ouedraogo sur Facebook, les PPP ne sont-ils pas pires que les privatisations des années 90? C'est tout pour cette série de questions. Merci à vous, Adama Koulibaly, et à tous ces téléspectateurs qui ont appelé. Est-ce que les PPP ne sont pas pires que les privatisations des années 90? Merci de la majorité. Oui. Bon, pire que les privatisations, ce n'est pas de la privatisation. J'ai dit qu'il y avait deux types de PPP. Il y a un PPP où on construit, on exploite, on se rembourse et on transfère à l'État. Il faut s'assurer qu'au moment du transfert, on ne nous donne pas une coquille vide. Et ça, c'est le rôle aussi des services techniques. Il y a aussi les infrastructures qu'on réalise tout de suite et qui deviennent directement propriété de l'État, comme vous l'avez dit, et c'est comme si c'était un leasing. Moi, je ne vois pas en quoi c'est une privatisation. Dans l'un ou dans l'autre, il y a pas... Mais est-ce que ça ne va pas étouffer les petites entreprises? Enfin, c'est pour d'abord enchaîner dans la logique de ce qu'il disait, c'est plutôt le contraire. La privatisation, l'État a des investissements, il a des unités industrielles, il a des infrastructures qu'il décide de rétrocéder au privé. Et là, nous disons au privé, mets ton argent, tu vas exploiter, ou on va te rembourser, et une fois que tu as reçu ton investissement et tes intérêts, ça devient du domaine public. Donc c'est totalement l'inverse. Maintenant, comment est-ce que ça peut étouffer les petites et bonnes entreprises? Parce que ce que nous voulons faire, c'est de mettre en chantier le pays. C'est de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Vous imaginez bien que quelqu'un qui vient, je ne sais pas, de Chine ou des États-Unis ou de la France pour faire un tel niveau de travail, on ne va pas lui dire ramène tous les chemins de ton pays pour qu'il trouve de l'emploi ici. Donc on fera en sorte que l'emploi local soit donc privilégié. Vous n'allez pas transporter des gens de n'importe où. Il y a des domaines pour lesquels évidemment c'est inévitable parce qu'il y a la technicité. Si on n'a pas les moyens d'avoir les experts dans ce domaine, oui. Mais c'est pour créer, faire en sorte que les populations puissent avoir de l'emploi. Donc si on met tout ça en œuvre, c'est quand même l'emploi qui est créé à travers tout le pays. Mais en même temps, c'est ceux qui amènent de l'argent, ils ont les moyens d'avoir certains aspects qui vont être sous-traités avec des petites entreprises qui vont trouver les moyens donc, de travailler avec certainement un transfert de compétences qui va se faire. Donc nous sommes rassurés de ce domaine-là qu'on ne crée pas des situations comme ça pour pouvoir étouffer l'économie locale, mais plutôt pour le renforcer. Monsieur de l'opposition, est-ce que les grèves intempestives qu'on observe dans l'administration aujourd'hui ne sont pas des raisons suffisantes pour expliquer cette urgence-là? C'est une question de Yaya Karambiri. Oui, mais les grèves sont légales. Hein. Les grèves sont légales. Je crois que les travailleurs ont le droit à la grève. Et quand leur cahier de charge, cahier de doléances n'est pas respecté, c'est tout à fait normal qu'ils se manifestent pour que l'autorité sache qu'il y a nécessité de satisfaire ce cahier de doléances-là. C'est un partenariat. Ce n'est pas pour rien on les appelle des partenaires sociaux. Ce n'est pas pour rien on les appelle des partenaires sociaux et l'autorité doit les écouter. Quand il y a un problème, il faut le dialogue, un dialogue franc, et quand on prend des engagements, il faut respecter ces engagements. La plupart du temps, ce n'est pas ça. C'est ça le problème. Excusez-moi, oui. Monsieur David a bien compris la question.
Mais je suppose que la réponse qui nous a servi, c'est une réponse politique. Oui. Non, je vais vous expliquer. Je suis politique. Oui. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont des droits. Ce que nous reconnaissons d'ailleurs. Aucun gouvernement ici, en tout cas pas le nôtre, n'a remis en cause les droits fondamentaux des travailleurs. Et c'est pour cela que nous sommes tous tout le temps en dialogue avec eux. Nous reconnaissons vos droits. De dire que vous n'êtes pas content. Mais quand vous prenez des engagements, il faut les respecter. Monsieur Dabiré, ce n'est pas de cela que la question parle. La question vous dit tout simplement, est-ce que ces grèves, même légitimes, n'ont pas contribué à freiner l'avancée normale de l'État au point qu'on soit obligé de dire qu'il faut qu'on gagne du temps? C'est la question à laquelle on vous demande de répondre. Pas de dire que c'est légal de faire la grève. Vous avez répondu. Nous sommes d'accord. Vous avez répondé, c'est vous qui devez répondre. Vous avez répondu. C'est vous qui avez posé la question, c'est pas moi. D'accord, on a répondu à la question. En fait, je ne vois pas en quoi les grèves peuvent constituer une raison pour aller au PPP. Parce que quand vous regardez la plateforme, les différentes plateformes des centrales syndicales, ils ne revendiquent pas la réalisation des projets qui sont contenus dans le PPP. Et donc, ils ont autres préoccupations qui ne sont pas satisfaites par le gouvernement. En l'occurrence, l'amélioration de leurs conditions de vie, l'amélioration des conditions salariales. Alors, vous allez répondre à la question. On ne va pas faire un débat sur les revendications syndicales. Oui, répondez, on avance. On ne va pas faire un autre débat dans un débat. Parce que par exemple, au ministère des Finances, les gens demandent des bâtiments décents. Ça, c'est pas salarial. Ce n'est pas... Oui, mais je veux dire les conditions de vie. Réponse de la majorité. On va continuer. On va pas... Donnez-moi une seconde pour répondre à ça. Je veux dire... Nous sommes tous d'accord qu'il y a des droits. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Et nous n'avons brimé personne par rapport à ces droits. Chacun peut manifester son mécontentement et puis ils peuvent faire leur grève en respectant la loi dans la légalité. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Nous, on n'a pas dit qu'on va aller au PPP parce qu'il y a des grèves. On vous pose la question là-bas pour demander est-ce que ça n'a pas créé des conditions de blocage pour la mise en œuvre des programmes. C'est tout. On va avancer. Excusez-moi. Est-ce que M. Bassirou Delma du Congo-Brazzaville vous pose la question pourquoi vous n'êtes pas resté le jour du vote de la loi pour convaincre la majorité au lieu de claquer la porte? Oui, il se plaint parce que nous avons opté pour la politique de la chaise vide. Lui, il doit savoir comment est-ce que le processus de vote est organisé à l'Assemblée. Quand vous avez une majorité écrasante, vous ne pouvez pas demander à l'opposition de les convaincre de surseoir au vote de la loi. Lorsque vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale au cours d'une conférence de presse, il a dit que rien ne peut les empêcher à mettre en place ces PPP. Donc, il ne sert à rien d'aller discuter avec quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Ce n'est pas la peine. C'est pourquoi nous avons trouvé utile de sortir. Répondons aux questions. Il faudra remettre les choses dans leur contexte. Quand on dit que rien ne peut empêcher, c'est parce que ceux d'en face, qui savent qu'ils ont les moyens d'aller à l'Assemblée pour empêcher le vote de la loi, s'ils peuvent convaincre les gens, ont décidé d'appeler les gens dans la rue pour contrecarrer le vote de la loi. Nous avons écouté ceci. Effectivement, nous avons vu ce jour que vous avez amené un arsenal. Mais non, mais vous avez dit, puisque vous avez dit. Et même vos militants pour éventuellement des gens, agresser. Des républicains. Des républicains qui nous disent, si vous faites ça, on descend dans la rue. Il faudra bien qu'on vous donne le signal pour vous dire. On a compris. Nous allons répondre aux questions. Je répète qu'on ne va pas faire de débat dans le débat. Mais c'est controverse. Oui, c'est la controverse, mais là, nous sommes à la phase réponse des questions. Ousmane Ouedraogo de Banfora, le gouvernement est-il obligé de passer par les gré à gré pour régler les problèmes qui sont structurels? Oui. Monsieur Maïga. Ces réponses structurelles, tout le monde le sait, ont besoin d'avoir des réponses conséquentes. Et nous avons identifié ce qui nous paraît être la solution pour y arriver. Ce n'est pas une question d'obligation. C'est juste une question qui consiste à dire, au stade où nous sommes, on se rend compte que si on veut aller dans la rigueur de la loi qui gère les PPP en ce moment, il y a des risques que rien ne puisse être fait. Et c'est pour cela que nous avons demandé l'allègement des procédures. Ce n'est pas une obligation,
Mais c'est de dire, soyons réalistes. Si on continue ainsi, on risque d'arriver en fin 2017 et ces projets importants pour notre peuple peuvent être compromis. Et nous avons donc négocié pour dire, est-ce qu'il est possible qu'on allège? Parce que nous sommes en négociation. Mais quand on a musclé le débat, nous disons aussi que nous savons sur quoi nous pouvons compter, notamment nos voix à l'Assemblée, pour nous permettre de les faire passer. Voilà. C'est l'abus de la majorité. Mais je peux revenir un peu sur... Je ne pense pas que ce soit les grèves qui aient amené les PPP. Parce que déjà... Essentiellement. Voilà. Pas essentiellement. Tu me la laisses me parler. Parce que déjà, quand vous regardez les différents programmes politiques, le programme politique du président Roch, du président Zéphirin, du candidat CDP qui n'a pas pu se présenter, le financement innovant est apparu comme un financement qu'il faut mettre à profit, compte tenu des ressources internes limitées et compte tenu aussi des risques de voir l'aide publique au développement s'amaigrir. Ce sont les raisons essentielles. C'est-à-dire qu'il y ait grève ou pas grève, je crois que c'était dans leur corde d'utiliser cette modalité-là pour financer le processus de développement. En cas de construction, par exemple, d'une école ou d'un CSPS par un privé, c'est dans quel domaine le privé doit construire? Est-ce que c'est un domaine privé ou un domaine public? Ça me paraît assez clair que si on prend un privé qui vient des États-Unis, on n'a pas de domaine ici pour construire. C'est à nous d'identifier nos sites, et nous avons identifié nos sites. Quand je dis que je vais construire une cité de 1000 lits à l'université Ouagadougou, ce n'est pas le domaine du privé, c'est le domaine de l'université. Quand je vais construire à Bédougou, ce n'est pas le domaine du privé, c'est le domaine de l'université, donc le domaine public. Maintenant, justement, il y a l'autre lien avec la durabilité de toutes ces réalisations, c'est qu'effectivement, le privé qui sait qu'il a un délai raisonnable pour récupérer son argent, c'est parce que vous n'allez pas construire au bout d'un an, vous avez récupéré vos milliards, il a plutôt intérêt à faire du durable pour lui permettre d'abord d'exploiter et de nous permettre, nous, par la suite, de récupérer notre infrastructure pour continuer. Donc, la confiance dont il parlait va se mettre là. Parce que si vous faites un investissement bancal et que vous ne pouvez même pas donc récupérer votre investissement, soyez sûr que vous n'allez pas avoir votre argent parce que vous avez vendu quelque chose qui ne tient pas du tout. Donc de ce point de vue, il faut qu'on soit assuré. D'accord, mais comment est-ce que le fait qu'il y ait aujourd'hui des détournements qui sont dénoncés, des rapports de la SE ou de la Cour des comptes par exemple, qui sont suivis selon CAKDB qui nous a envoyé une question d'Allemagne. Il dit que ce sont des rapports qui sont suivis d'impunité généralisée. Alors que vous parlez d'entente directe et vous faites confiance justement à ces institutions-là pour faire le contrôle. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut-être donne raison à l'opposition? Heureusement, non. Et ils ne peuvent pas avoir ce discours parce qu'ils savent bien que dans ce pays, les choses sont bien organisées. Il y a ceux qui font la loi, il y a ceux qui exécutent, et il y a ceux qui doivent faire en sorte que la loi soit respectée. Donc dans ce pays, la justice a d'ailleurs exigé, réclamé, obtenu son indépendance. S'il y a des cas d'impunité dont on parle, ce n'est pas au pouvoir d'en traiter, mais c'est à la justice de faire son travail. Donc nous allons travailler. Et je veux dire que si nous avons des écarts de comportement, ce n'est pas au gouvernement de faire ce travail, mais c'est à la justice de s'occuper de nous. Donc la suspicion dont on parle, le pillage dont on parle, le gouvernement peut aussi faire des sanctions administratives. Oui, bien sûr, administratives, oui, mais après ça va où? Après la justice fait son travail. En ce moment-là, il faut qu'ils fassent leur travail. Et si quelqu'un d'entre nous commet l'imprudence de se faire prendre, évidemment, vous savez ce qui doit s'en suivre. C'est à la justice de s'occuper de nous. Voilà. Le risque est beaucoup plus dans votre camp, pas dans notre camp. Vous l'aviez il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas épuisé justement ce risque. Ah oui, vous l'aviez. Vous savez de quoi me parler. Le risque n'est pas encore parti. Vous souhaitez... Non, il souhaite d'ailleurs l'avoir encore parce que vous cherchez le pouvoir. Vous souhaitez encore l'avoir sur on va l'avoir. Une question de Brahima Yabré de Wargaï. Le PPP dont on parle, est-ce un volet du PNDS ou bien dans quel cadre justement
on parle de ces investissements. Oui, je ne parlerai pas d'un volet, je parlerai d'un instrument d'opérationnalisation, un instrument de mise en œuvre. Dans le PNDS, vous trouverez des réalisations pour lesquelles il y a le budget national qui prend ses responsabilités. Et là où nos forces sont limitées, c'est là que le budget ne pouvant pas faire les choses, on passe au PPP pour permettre d'opérationnaliser. Donc c'est un instrument plutôt qu'un volet. Alors, Lucien Kindo de Kouroué-Ogo, son inquiétude, c'est beaucoup plus la bonne gestion de ces réalisations. Au cas où une infrastructure serait mal réalisée, qui est responsable? Je pense qu'on a répondu indirectement à cette question. Nous avons dit qu'il y a un privé qui s'engage à faire des réalisations. Pour le cas des cités universitaires, par exemple, il a un délai de 18 mois, si on fait le contrat, pour nous livrer nos cités universitaires. À partir de ce moment, il nous donne un différé de 2 ans. Et après, on doit commencer à rembourser. C'est au bout de 7 ans qu'il aura son argent. Donc en fait, il a construit pour qu'il ne puisse avoir tout son argent qu'au bout de la 9e année. Donc s'il veut continuer à avoir son argent, c'est de nous faire quelque chose qui est durable pour qu'on puisse finir de le rembourser et qu'on ait la certitude que les bâtiments tiennent et sont durables. Donc il y a un double niveau de responsabilité. La responsabilité de celui qui prend le risque et qui nous fait confiance d'investir son argent, qui doit faire en sorte qu'il nous donne des infrastructures fiables et durables, sinon il aurait été un mauvais homme d'affaires, et nous-mêmes qui devons donc préserver le bien public et l'argent public. Plus évidemment nos amis d'en face, qui évidemment ils ont déjà fait les levées de bouclier en disant qu'il y aura du pillage, et je pense qu'ils vont se mettre dans la position maintenant de surveiller pour savoir est-ce qu'on a bien fait, pour trouver les failles justement pour nous attaquer. Donc, et sur la surveillance, justement, Clément Guira de Kaya vous propose d'associer les OSC pour... oui, mais attendez, ce n'est pas à l'État de les associer. Vous avez dit que vous êtes de la société civile. Donnez-vous les moyens de surveiller. C'est ça aussi. Sinon, après, on nous dira que vous les avez instrumentalisés, vous les avez politisés, comme il vient de le dire. Vous l'avez corrompu aussi. Corrompu. Vous en avez créé. Vous aussi. Vous en avez créé. Et vous aussi, vous en avez. Voilà, donc je crois que c'était l'ensemble des questions que nous avons pu recueillir. Le temps, malheureusement, arrive à son terme. Je vous avais prévenu que le temps passe tellement vite. On va s'arrêter là pour ce qui est de controverse de ce jour, espérant que nous avons pu expliquer la position aussi bien de la majorité que de l'opposition à l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont fait confiance en suivant cette émission. Nous reviendrons certainement sur certains aspects de ce concept partenariat public-privé. Merci à vous qui êtes venus sur ce plateau. Je rappelle que nous avions Monsieur Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il représentait le gouvernement sur ce plateau. Avec nous, M. Bonoudaba Dabiré du Congrès pour la démocratie et le progrès. Avec nous aussi M. Tibila Kaboré du Mouvement du peuple pour le progrès. Et avec nous M. Nicolas Da de l'Union pour le progrès et le changement. Merci à toute l'équipe technique, à toute la coordination, Fousseni Kindo, Adama Koulibaly et Draman Guéné qui ont aidé donc à la préparation de cette émission. Merci de nous avoir suivis.